Et puis on va appeler maintenant Madame Monique Bourrin pour la conclusion. On ne la présente plus, mais je dirais simplement qu'elle est présidente de la RCPPM, voilà, dont on a longuement parlé au cours de ces journées. Voilà. On vous laisse la parole. Alors, hier soir, quand j'ai essayé de jeter quelques notes sur les papiers pour préparer la conclusion, j'avais dit que c'était une réussite remarquable. Et cette journée rajoute encore, comme vous l'avez tous dit tout à l'heure, quelque chose de plus, de très vivant et qui fait de cette rencontre peut-être 3 jours encore plus remarquables pour nous tous. Ça a été 3 journées de grand plaisir visuel. Nous n'oublierons pas le pan de l'Arnagol, la fileuse de Montricourt, le décor de phosphorure de verre de la maison Engagerand à cordes, mais pas non plus le mur de Jérôme Souillot ou d'autres choses vues aujourd'hui. Ça a été aussi un grand plaisir intellectuel parce que on a vu sans arrêt l'ampleur des savoirs et des savoir-faire, la rigueur des analyses, la qualité des méthodes. Tout ça aussi était très très réussi. Et puis c'était aussi très convivial. On sentait notamment que tout était revivifié par la complicité amicale entre les membres du GRPM, et ça nous transportait d'amitié aussi. Le programme équilibrait magnifiquement l'intérêt des visites, Saint-Cernin, les Jacobins, la qualité de toutes les interventions, et notamment des plus jeunes, c'était revivifiant. Le confort des lieux, extraordinaire, c'est rare qu'on soit dans des conditions pareilles. Et puis, effectivement, tout le talent des organisateurs de bout en bout. Alors, nous avons embrassé large, tout l'espace occitan. On avait failli oublier la Lozère, mais elle est venue aujourd'hui. Nous avons travaillé dans le temps long. Le Moyen-Âge avait été le grand vainqueur des 2 premiers jours, mais aujourd'hui, on a fait un bond vers l'actualité, peinture murale contemporaine. Nous avons observé des types d'édifices multiples, notamment dans le domaine domestique ou religieux, avec des objets d'étude variés, et bien sûr les décors muraux, mais merci aussi d'avoir fait une place au plafond. Alors on pourrait presque dire que, si on voulait donner un titre, on pourrait dire de la peinture murale à la peinture monumentale. Et on sentait au fil des communications que de temps en temps on revenait à peinture murale et puis on corrigeait en disant non, peinture monumentale, et c'était pas tout à fait pareil, en particulier parce qu'il y avait des plafonds. Le dénominateur commun m'a semblé être la réflexion sur la conservation-restauration. Et d'ailleurs, Roland Chabert a beaucoup insisté dès le début sur le fait que les études devaient déboucher sur des travaux, c'était leur intérêt. Et donc, la conservation-restauration, en ce qu'elle se nourrit de la recherche et qu'elle nourrit la recherche, qui a ce va-et-vient constant. Et puis, la valorisation, j'y reviendrai, en ce sens que nous l'avons constaté tout au long de ces 3 journées, elle doit être intégrée profondément, fondamentalement, au reste du travail. Alors, pardonnez-moi si je vous donne l'impression d'ouvrir des portes ouvertes, d'enfoncer des portes ouvertes. C'est jamais facile de faire la conclusion, et surtout quand on se sent, au fond, ni historienne d'art, ni restauratrice, et donc un peu
pas du tout entre deux chaises, parce qu'il n'y a pas d'espace entre les deux chaises, mais avec une forme de maladresse pour l'un comme pour l'autre. Alors je voudrais commencer par la valorisation, au risque de paraître inverser l'ordre des wagons, mais en réalité, pas du tout, puisque, on l'a dit tout au long de ces 3 jours, il faudrait que la valorisation soit associée à l'ensemble de la démarche, depuis la recherche jusqu'à, bien entendu, à la restauration. Et cette nécessité, Christine l'a dit de manière très systématique, très claire dans sa communication, mais ça a été sensible de bout en bout. Et on peut dire d'ailleurs la même chose pour la recherche. On souhaite que toute recherche soit entamée avec l'idée d'une valorisation, y compris pour les travaux des étudiants en master, et a fortiori en thèse. Et pourtant, quand on parle de valorisation, je pense que ce dont nous avons parlé pendant 3 jours est un sujet qui est particulièrement difficile. D'abord parce que pour les édifices religieux, on se trouve, c'est une évidence, dans une phase de déculturation religieuse, et donc c'est pas toujours évident pour les gens qui observent ces sujets religieux d'en comprendre le sens. Pour ce qui est des édifices domestiques, la chose est un peu différente, mais il y a un effet château. Ce que les touristes veulent voir, c'est des châteaux. En dehors des châteaux, ça leur plaît beaucoup moins. Et on n'a pas toujours un palais d'Avanzati à leur montrer quand on veut montrer un décor d'ornement domestique. Et il s'ajoute le problème du fait qu'un grand nombre de ces décors sont privés et donc difficiles d'accès. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut valoriser des édifices qui sont des décors privés? Est-ce qu'on a un système de QR code de l'extérieur? Mais ça nécessite de connaître l'adresse, et beaucoup de propriétaires ne souhaitent pas que l'adresse de leur belle maison soit connue. D'autre part, donc, on a affaire à un public qui n'est pas nécessairement un public averti, soit qu'il soit un public local qui connaît de loin les édifices, mais qui ne les pratique pas toujours avec un œil d'historien ou de restaurateur. Alors certains sont très spectaculaires. Quand on voit Rabastens, on se dit qu'effectivement, ça doit pas être compliqué quand on entre dans l'église d'être subjugué par l'ampleur du décor. Mais avouez que de temps en temps, on a vu au cours de ces 3 jours des fragments de pans de murs dont il n'est pas évident qu'a priori on sente l'intérêt. Moi, je vois bien que quand les gens les touristes entrent dans la salle du château à Capestan, ils se tournent, ils regardent et ils ressortent en se disant « c'est quoi ça ?» malgré le centre d'interprétation qui précède et qui est censé expliquer. Donc c'est compliqué. Comment faut-il de nos jours faire passer cette valorisation, sachant que là aussi, expérience récente, on vient d'ouvrir un petit musée à Puisserrier consacré au plafond peint. Il y a bien entendu des closoirs restaurés, vous les avez vus le premier jour. Il y a aussi des panneaux, on a essayé de les faire comme le muséographe nous disait de le faire, c'est-à-dire courts, avec des images, avec tout un décor. Et bon, les gens qui font visiter disent les panneaux, mais les gens n'en ont rien à faire. Il faut lire, on n'a pas envie, ils n'ont pas envie de lire, on a envie qu'on nous raconte ou qu'on nous montre des petits films. Bon, alors comment fait-on? On a essayé par le biais de la BD, à condition qu'elle soit quand même suffisamment fondée historiquement, et puis le choix du graphisme est quand même très très compliqué. Il y a bien entendu les médias actuels. On a vu hier l'utilité de la tablette. Il y a tous les procédés de mapping et autres reconstitution, restitution virtuelle, mais enfin ça reste un problème. Alors, expliquer quoi? En réalité, on se rend compte qu'il y a un grand intérêt, à la fois pour tout ce qui est technique
technique de l'œuvre, d'une part, et on peut notamment expliciter le code des couleurs médiévales selon Pastoureau, les techniques de peinture, les pigments, les liants. En général, le public accroche bien à ce type de choses. Et puis la restauration qui est fascinante, et je pense que nous pouvons prendre modèle sur tout ce que les archéologues du sol, tous les gens qui fouillent la terre, ont appris à faire comme restitution au public, et ces journées qui déclenchent des visites en très grand nombre. Et je pense que le travail du restaurateur est tout aussi fascinant, même peut-être plus que celui qui creuse la terre, mais voilà, encore faut-il qu'on ait l'habitude de présenter, on comprenne l'habitude de présenter ce travail. Et puis il nous faut aussi expliquer, je pense, l'indispensable pluridisciplinarité tout au long de ces 3 jours. Ça a été une évidence que nous travaillons maintenant de manière tous pluridisciplinaire, en allant des méthodes physico-chimiques, comme on l'a vu par exemple à Rabastens et aussi, jusqu'à l'héraldiste que Valérie nous dira de ne pas oublier. Le deuxième thème qui m'a semblé constant à travers les 3 jours, c'est le problème du rapport avec les institutions. Ces 3 journées ont été l'illustration permanente du rôle des institutions publiques, régionales et nationales, ces campagnes d'inventaire qui sont revenues à plusieurs reprises en journée et qui ont montré leur efficacité exceptionnelle. Je pense à l'étude sanitaire pluriannuelle des peintures murales du Lot, je pense aux édifices gardois, je pense à l'équivalent de ce qu'a fait Frédéric Mazeran et de ce qu'il fait au quotidien dans le département de l'Hérault. Sort de temps en temps ce problème spécifique du suivi local et des découvertes éventuelles. Comment faire le lien, comment bien suivre quand on est peu nombreux dans un service de type ministériel, enfin DRAC ou inventaire, ou même département, ou même municipal, dans ce cas c'est moins vrai, pour nourrir les échanges et faire le suivi. Alors est-ce qu'il faut passer plus systématiquement à ce que les Anglais ont très bien réussi, c'est-à-dire le crowdsourcing, c'est arriver à faire utiliser le public et l'ensemble des gens intéressés à ce suivi et confier systématiquement, avoir une relation suivie avec les associations locales. Et je pense, bien entendu, je reprends complètement pour moi l'expression de Léa Girardin, de ce qu'elle fait comme travail de médiateur entre le propriétaire et les institutions de conservation. C'est évident quand on approche les propriétaires que souvent ils sont terrorisés par l'intervention des institutions. Surtout ne le dites pas à la DRAC. Alors on est mal, bien entendu, et donc c'est évident qu'il y a là un rapport de confiance, et peut-être est-ce notamment au niveau des communes et des municipalités de faciliter cette relation, parce que quand le projet du propriétaire est déjà fait, ben c'est trop tard. En général, on lui dit non, c'est pas bien, et il est très blessé. Donc c'est sans doute là aussi, dès le départ, qu'il faudrait trouver des formes de collaboration. Ensuite, bien entendu, ces institutions, elles nous sont absolument indispensables en ce qu'elles stockent l'information de façon infiniment plus solide, plus durable que les nôtres. Ensuite, il y a le stockage des DOE qui sont cruciaux, et on s'est rendu compte pendant ces 3 jours à quel point il fallait y retourner et à quel point parfois ils étaient décevants quand on les consultait. Donc avis pour qu'il soit le plus nourri possible. Enfin, c'est tout ce travail-là qui nourrit le travail de synthèse des historiens. Alors nous avons aussi vu et entendu de très belles études qui nous ont d'ailleurs régulièrement rappelé la nécessaire rigueur méthodologique quand on fait des cartographies, quand on définit des aires régionales, quand on cherche les influences
On a parfois tendance à aller vite, à vouloir trouver, à ne pas avoir toute la prudence nécessaire. On a vu à quel point il fallait multiplier les échelles de l'opération monographique jusqu'à l'étude régionale. Nous avons vu défiler des édifices religieux et d'un certain nombre de communications. Je retiens peut-être quelque chose que je n'avais pas assez en conscience, l'importance de l'idée de ces campagnes successives. Remplacer le retable peint par un retable sculpté, classique ou baroque, ça, on y pense, on sait maintenant que cela existe. Mais toute cette réflexion sur le que garde-t-on de 50 ans en substance, puisque à peu près une ou deux générations qui sont le rythme par lequel on envisage de nouveau le décor. Qu'est-ce qu'on repeint? Qu'est-ce qu'on garde? Comment s'est fait ce tri à travers les générations de ce qui a été repeinturluré, de ce qui a été conservé? Et bien entendu, quelle est, et je pense en particulier à quel point c'est important après ce que nous avons vu et entendu cet après-midi, c'est-à-dire penser que la fresque dans l'église, elle se fait effectivement avec des paroissiens qui la regardent se faire et puis qui ensuite la gardent, la conservent. Est-ce qu'ils veulent la garder? Est-ce qu'au contraire ils veulent la remoderniser, le décor de l'église paroissiale? Il y a toute cette réflexion sur la circulation de la culture visuelle et de ce qu'on en fait dans les édifices religieux. Et puis dans les édifices domestiques aussi, bien entendu. On les étudie à diverses échelles. Là aussi, toutes les remarques ont été bienvenues. La nécessité d'étudier à l'échelle de la ville, du quartier, la nécessité de ne pas séparer l'analyse de la peinture de l'archéologie du bâti, de ne jamais oublier, bien entendu, la fonction des pièces, et Géraldine a opportunément posé la question de savoir si on était bien sûr que c'était des salles d'apparat quand on parlait de salles d'apparat, et qu'est-ce qu'il fallait inclure derrière le terme de salle d'apparat au XVe siècle. Alors ce que je retiens finalement, mais c'est peut-être quand même parce que je suis un peu néophyte, j'ai ressenti que nous avons accordé une place très importante au décor et que peut-être la barrière entre ce que les historiens d'art considéraient comme de l'art et puis ce qu'on appelait avec un peu de condescendance les arts décoratifs est en train voire l'artisanat est peut-être en train de s'abaisser, et il m'a semblé que tout au long de ces journées on a accordé beaucoup d'attention à des éléments qui sont justement ceux du décor, parce que ils rythment un volume, parce que ils révèlent en définitive une culture locale, momentanée, qui se renouvelle et qui est ou qui au contraire perdure et qui nous donne donc des échelles de temps auxquelles on doit avec lesquelles on doit considérer cette évolution du décor. Alors, il nous a été très opportunément rappelé ce matin les principes du moine Théophile, qui sont des principes médiévaux, de l'ordo, de la varietas et de la mensura. C'est Caroline Enoch qui l'a très judicieusement fait. Et en effet, quand nous observons les décors, il faut bien que nous ayons ces catégories de médiévales qui ne sont pas exactement les nôtres et dans lesquelles on a un mal fou à se glisser ou à adopter. Alors, parmi cette réflexion de principe, il se pose la question
la différence de décor entre le domaine religieux et le domaine profane. On a vu à plusieurs reprises que des motifs étaient communs. Les faux appareils, est-ce que ce sont exactement les mêmes dans les églises et à l'intérieur des maisons? Les Grecs, est-ce que ce sont les mêmes? Le décor végétal, etc., etc. Donc, on peut se poser la question de savoir quels sont les motifs qui transcendent, qui sont généraux, et jusqu'à quel point, d'ailleurs, il est judicieux de faire la différence entre la maison Dieu et la maison, et comment il y a éventuellement des interactions entre les deux. Et puis, bien entendu, ces décors, on a aussi envie d'en analyser les différences régionales, les différences chronologiques. En tout cas, nous sommes bien d'accord que interaction entre la maison Dieu ou la maison ou pas, les images sont entrées dans les maisons très massivement à partir du XIIIe siècle, peu avant quand même, et qu'elles sont entrées dans les maisons en peinture monumentale, sans doute chez les riches, mais que là aussi, il y avait une interaction entre les riches qui donnaient la mode et les plus pauvres. Virginie Cherniac a évoqué hier les travaux de Véronique Labazou sur ce qu'on savait des images dans les maisons toulousaines ou du Toulousain, mais ce qui est vrai pour Toulouse, et aussi nos collègues de l'Université de Valence, Juan Vicente García Marcilla et Tony Furio, ont fait des inventaires extrêmement poussés sur les types d'images, principalement religieuses, qu'on trouve dans les inventaires après décès de la région de Valence. Alors évidemment, et je vais terminer là-dessus brièvement, parce que c'est encore là que je me sens le moins à l'aise, sur l'aspect de la conservation, restauration, et puis on pourrait y ajouter des restaurations, parce que c'est quelque chose qui a été assez couramment touché dans les diverses communications. Alors ce qui a été pas troublant, mais en tout cas qui fait réfléchir, ce sont ces remarques sur... Alors, lorsqu'il s'agit d'une restauration du 19e siècle, on a bien conscience qu'elle se fait dans un contexte assez particulier. Mais quand il s'agit d'observations très récentes et que on voit que Christian David nous montre les remords peut-être supprimés, bref, à quel point les choix, pas individuels, ils sont certainement pas individuels, ils sont certainement collectifs, mais malgré tout, influencent les restaurations. On se dit, bon, il faut être encore plus collectif. Alors, il m'a semblé que se dégageait un certain nombre d'inquiétudes. Ce problème de la gestion de l'urgence, du choix dans un édifice ou entre plusieurs édifices, cette gestion que notamment les pouvoirs publics doivent gérer en permanence, les institutions culturelles doivent gérer. Et puis, donc, ce va-et-vient entre les institutions, le restaurateur, le programme, jusqu'à quel point la retouche, jusqu'à quel point la réintégration chromatique. Et là encore, je vais faire allusion à un événement récent et personnel, lorsque s'est posée la question de la restauration des closoirs de la maison du Villiers à Puy-Sérier. On s'est dit, plus exactement, la DRAC a choisi, Nicolas a choisi, il faut un état de restauration à l'état archéologique. Bon. Alors,
la première tranche, l'état archéologique, ça n'a pas été très chantant. On s'est dit, mon Dieu, c'était pas le bon choix. Alors on va faire mieux, et on va pas faire de la restauration, certainement pas, mais puisqu'on peut pas faire mieux que de la restauration archéologique, on va essayer de faire de la restitution. Ça n'a pas été heureux, mais in fine, le choix de la restauration à l'état archéologique était le bon choix. C'est une évidence une fois qu'on a vu, non pas les 10 premiers exemples, mais la totalité de la campagne de restauration, que c'était ça qu'il fallait faire, mais que, bien entendu, il faut aussi, sans doute, chercher comment rendre à l'œil actuel la capacité de comprendre que ce n'est pas l'univers polychrome dans lequel l'œuvre a été conçue. Et donc, on retrouve ce problème de valorisation. Pour la restauration, je crois que c'est clair jusqu'à un certain point, parce que dans le détail, la taille des retouches, le choix entre la retouche ou la réintégration chromatique, etc., c'est certainement extrêmement compliqué. Mais au moins, on voit qu'on fera pas ce qu'a fait le peintre de Rabastens au XIXe siècle. Ça, c'est clair. Et puis, il reste aussi quelques questions en suspens qui ont été évoquées sur les instruments de la restauration, et notamment le problème des instruments photographiques. Quels sont entre le trop et le trop peu de photos? Certains ont dit trop, on est noyé. D'autres ont dit non, ça bouge, c'est pas possible. Donc, bon. Alors, je voudrais finir quand même sur une chose qui m'a frappé, que je n'aurais pas imaginé. C'est la constatation qui a été faite, en tout cas le premier jour, du manque de restaurateurs de peinture monumentale. Alors, je rêve, et vous aussi bien sûr, de la mise en place d'une formation à tous les savoirs, à toutes les procédures qui ont été expliquées magnifiquement pendant ces 3 jours et qui pourraient être dispensées à des apprentis restaurateurs, et peut-être que dans quelque temps, on aura la joie de voir ce rêve réalisé. En tout cas, on espère que d'ici partira une pression pour essayer de la mettre en place. Alors, il me reste à dire un grand merci et à vous demander à tous d'applaudir très vigoureusement les organisateurs. Nous vous demandons de bien vouloir nous laisser vos badges plastiques avant de partir, s'il vous plaît. Ainsi que les questionnaires que vous aurez remplis à l'accueil. Vous pouvez également prendre un rafraîchissement, thé ou café. Oui, et peut-être un mot sur la publication des actes de ce colloque. Donc, ils seront publiés dans la revue numérique de la région Patrimoine du Sud, qui est une parution prévue au 1er septembre prochain. Donc, avis à tous les auteurs, vos textes sont attendus pour le 15 janvier. Et moi, je voulais... Et les vidéos de captation seront mises en ligne la semaine prochaine. Sur la chaîne Patrimoine de l'inventaire. Et moi, je voulais une nouvelle fois, au nom du GRPM, notre groupe de recherche sur la peinture murale, remercier l'accueil qui nous a été réservé. On a monté ce colloque en 1 année de préparation. Et il y a 2 termes qui me viennent à l'esprit, c'est la motivation et l'enthousiasme. On a eu un partenariat avec la région Occitanie qui était bien mené à bien, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de travail. Et une nouvelle fois, très grand merci à Roland Chabert et notre collègue Sylvie de Cotigny, qui a les 2 casquettes, région et GRPM. Et je pense, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes parmi vous, tout le monde m'a dit on a besoin de ce genre de colloque pour nous voir, pour nous rencontrer, pour échanger. D'un côté, ça valorise non seulement
l'étude de la peinture murale, la peinture monumentale, mais ça valorise le travail de tout et chacun et ça donne un sens à votre présence et ça donne un sens à toutes nos investigations. Un très grand merci à tout le public, à tous les intervenants, à tous les auteurs des kakemono et bien sûr à tout le service et à la région Une Nouvelle Fleur. Merci beaucoup.